Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo spéciale basalte. Alors, qu'est-ce que c'est le basalte? Comment ça marche? Et comment, avec cette roche volcanique naturelle, on peut augmenter la productivité de son potager? On peut faire en sorte que son sol soit fertile, favoriser la vie dans son jardin, sur sa terre, améliorer la résistance des plantes à la sécheresse et la résistance globale. Tout ça avec une roche volcanique qui peut être utilisée au jardin. On va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est le basalte, d'où ça provient. Je vous donnerai des sources et des références au début et tout au long de la vidéo. On expliquera ce qu'est le paramagnétisme. C'est une propriété qui est liée justement au basalte. On verra aussi des outils de mesure pour mesurer ce fameux paramagnétisme et on verra qu'est-ce qui est paramagnétique ou non dans notre jardin, dans l'environnement. Et en fait, ce qui vous intéresse, j'imagine, le plus ensuite est comment on fait pour augmenter sa production, pour améliorer la fertilité de son sol et comment, grâce à ce basalte, on va pouvoir faire pour arriver à ses objectifs, hein, avec quel dosage, etc. Et vous verrez d'autres applications aussi qu'on pourra mettre en œuvre au potager, au champ ou au verger. En gros, voilà une vidéo qui va balayer tous ces éléments que je viens de vous dire. Des livres qui peuvent vous donner des infos, et par exemple géothérapie, je le remontrerai dans cette vidéo, paramagnétisme écrit par Phil Callahan, dont on reparlera aussi, les alternatives biologiques aux pesticides d'Éric Petiot et Patrick Guater qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Sur mon site permafuture.fr, vous retrouvez aussi dans l'onglet articles un article spécial basalte. La Terre, en fait, le globe, hein, au centre de la Terre, on a quoi? On a deux boules. On a une boule, donc c'est deux boules de fer et de nickel. Et celle au centre, elle est beaucoup plus dense, elle est plus petite et il y en a une autre autour. Les deux, elles tournent et celle au centre, elle tourne plus vite que la grosse à côté, autour, pardon, et ça fait un effet dynamo. Et cet effet dynamo créé par les deux boules au centre de la Terre crée la magnétosphère, elle, en fait, le bouclier magnétique que vous connaissez, qui nous protège par exemple des bombardements solaires qui seraient trop puissants. Donc on voit déjà que la Terre, elle est magnétique, hein, il y a ce fameux bouclier autour de la Terre. On a même une équipe, hein, qui, avec trois satellites nommés Swarm, qui ont pu découvrir, des chercheurs américains et danois, l'aimantation de la croûte terrestre de la Terre. On a la croûte terrestre aussi à différents endroits qui est plus ou moins aimantée et ils ont pu faire comme ça une cartographie, une carte détaillée de l'aimantation des roches de surface qui ont été distinguées comme vous le voyez sur cette photo. En fait, on se rend compte qu'il y a des roches qui peuvent être magnétiques et qui peuvent se magnétiser. On a par exemple le basalte, hein, qui est une roche volcanique, une roche magmatique, hein, qui provient en fait d'un magma refroidi rapidement, hein, cette roche, elle est dite paramagnétique en fait, c'est-à-dire que soumise à un champ magnétique naturel constant, par exemple le champ magnétique naturel terrestre, elle va pouvoir elle-même, cette roche, se magnétiser. On va en reparler dans la vidéo. Alors, c'est Callahan qui a découvert le paramagnétisme. Callahan, Phil Callahan ou Philippe Callahan, on retrouve les deux prénoms, qui était un entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences. Entomologiste, ça veut dire qu'il était spécialiste des insectes et il s'intéressait beaucoup aussi aux fréquences. Alors, pour l'histoire, c'était pas n'importe qui, hein. Il avait quand même été envoyé pendant la Seconde Guerre mondiale en Irlande pour envoyer des messages aux sous-marins américains. euh, Depuis l'Irlande. Il s'est beaucoup intéressé au paramagnétisme, hein, c'est lui qui l'a mis au goût du jour, on va dire, avec différents livres que je vous ai mis, que vous voyez ici, 5 livres et dans l'ordre chronologique qui sont intéressants. C'est vrai que quand on s'intéresse au sol, on va plutôt s'intéresser sous l'angle énergétique, entre guillemets, on va plus regarder la valeur de résistance électrique des sols en ohms. On a aussi la bioélectronique de Vincent que vous devez connaître, qui s'intéresse au pH ou à l'oxydation-réduction, et à la concentration en électrons, par exemple, ou si le sol il est oxydé. On peut avoir la susceptibilité magnétique en UM qui peut être observée aussi, et là on rajoute un donné supplémentaire, une donnée supplémentaire qui est le paramagnétisme. Entre parenthèses, si vous voulez, voilà un sol qui a une bonne conductivité électrique, hein, on aura l'humus qui sera intéressant. Il faudra avoir de l'humus dans son sol pour avoir des bonnes conductivités électriques et pour une bonne susceptibilité magnétique. Vous voyez, on a le basalte aussi qui est intéressant.
Alors si je reviens au paramagnétisme, je le répète, le paramagnétisme, c'est quoi? C'est quand vous soumettez un matériau à un champ magnétique constant, le matériau paramagnétique, il va avoir ses constituants en son sein qui vont s'aligner en fonction du champ magnétique principal et ce matériau va lui-même devenir magnétique. Après, si vous coupez la source de champ magnétique externe, le matériau paramagnétique perd son magnétisme. On a aussi le ferromagnétisme. Le ferromagnétisme, c'est quoi là? C'est par exemple les objets, par exemple en fer, hein, vous avez le tournevis, vous savez, on va le mettre, il y aura un aimant, une source d'aimant principale. On va aimanter le fer il va s'aimanter et dès que j'enlève l'aimant, il va garder un peu d'aimantation et il va le perdre petit à petit. On a aussi le diamagnétisme. Le diamagnétisme, c'est un matériau qui, soumis à un champ magnétique constant, ils vont se repousser. Les deux se repoussent. Donc, paramagnétisme, le basalte, il peut se magnétiser et dès que je stoppe la source du champ magnétique externe, il arrête d'être magnétique. Ferromagnétique, il peut se magnétiser dès que je coupe la source du champ magnétique externe, il perd petit à petit son magnétisme. Et diamagnétisme, ça se repousse. On a des appareils de mesure pour déterminer si un matériau réagit donc au champ magnétique, s'il peut devenir paramagnétique ou non, qui a été développé par Philippe Callahan, le PCSM Soil Meter que vous avez ici, qui va nous permettre de voir si le matériau est paramagnétique. Comprendre comment cet appareil il fonctionne, et celle-ci que je vous conseille, paramagnétisme et diamagnétisme de Khan Academy francophone, qui explique l'appareil, comment il fonctionne. Et vous verrez en fait qu'on met à l'intérieur d'un orifice, on met une petite pellicule avec sur le PCSM 25 grammes et ces 25 grammes vont être soumis à un champ magnétique dans l'appareil et on va mesurer en microcentimètres grammes par seconde la vitesse d'aimantation et ce qui va donner une valeur de référence. Vous avez aussi, là je vous ai mis les plans du PCSM pour voir comment c'est fabriqué à l'intérieur. À quoi ça sert cet appareil en fait? Ça sert que si vous avez un sol, vous pouvez voir si votre sol il est paramagnétique ou non. On a Callahan qui a beaucoup travaillé sur la fertilité des sols. Ils se sont rendus compte qu'il y a des valeurs de référence, par exemple entre 0 et 100 micro-CGS, c'est l'unité de mesure de l'appareil. Votre sol il est pauvre. Entre 100 et 300 micro-CGS, votre sol il commence à être bon. Entre 300 et 700, il est très bon. Entre 700 et 1200, vous avez un sol supérieur. Donc l'objectif, ça sera de ne pas être en dessous de 100 micro-CGS pour que votre sol soit fertile, de se trouver plutôt près de 300 et vous pouvez aller aussi au-delà. Alors vous pouvez faire des prélèvements de votre terre hein, en fonction de vos cultures. Il y a plusieurs prélèvements qui peuvent être faits, par exemple à différents horizons, hein, à 5-10 cm, 20-30 cm, 40-50 cm, etc. On peut mesurer aussi le basalte. Il faut savoir qu'il y a différents types de basalte. Tous les basaltes ne sont pas les mêmes, hein. Ils ont des constituants qui leur sont propres, mais aussi ils ont des paramagnétismes qui leur sont propres, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des basaltes, vous pouvez en trouver à 2000 micro-CGS, à 3000, à 6000 et même jusqu'à 12000. On a fait un tableau de référence. Vous voyez là, vous avez un bon basalte qui a 3000, un très bon 7000, supérieur à 10 000 et excellent basalte à 12 000 micro-CGS. En fait, par exemple, si vous comparez un basalte qui a 3000 micro-CGS, qui dans sa valeur de paramagnétisme, dans sa propriété à devenir magnétique, si vous en avez un qui est à 12 000 micro-CGS, en fait, il est 4 fois plus paramagnétique. C'est-à-dire que vous pourrez en mettre 4 fois moins et vous aurez, en théorie, hein, autant de paramagnétisme que le basalte qui est à 3000. Vous voyez, là, je vous ai mis 25 grammes, je vous ai mis la flèche vers le petit orifice et c'est dans cet orifice qu'on met le basalte. On appuie sur le bouton ON, ça crée le champ magnétique autour, à côté de là où est posée la pellicule et ça nous permet d'avoir la mesure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est Phil Callahan qui a mesuré ça, c'est que le paramagnétisme, l'oxygène est paramagnétique, en fait, hein, il l'a mesuré à 3449 micro-CGS. Alors, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que quand on dit qu'il faut faire rentrer de l'air dans le potager, en fait, on fait aussi rentrer
quand il faut faire rentrer de l'oxygène, insère aussi du paramagnétisme dans le sol. À chaque fois qu'on passe la grelinette ou qu'on aère, on fait rentrer du paramagnétisme vu que l'oxygène est à 3449 micro-CGS. Un autre lien qu'on peut faire sous cet angle, ça c'est Éric Petiot qui nous apporte ça. Vous voyez, il nous dit que l'arbre il va agir comme dipôle. En fait, les tissus vivants, elles sont paramagnétiques, ont la propriété de réagir avec les champs magnétiques, tandis que ce qu'il nous dit, les tissus morts sont diamagnétiques, eux ne réagissent pas forcément aux champs magnétiques. Je vais vous le lire, il dit: l'arbre à lui seul agit comme un dipôle. En hiver, il est entièrement diamagnétique parce que inactif, de par ses fonctions physiologiques en arrêt. Alors qu'au printemps, il redevient paramagnétique. Nous savons que les plantes libèrent de l'oxygène lors de la journée. Ce gaz est fortement paramagnétique et va contribuer à créer également un environnement paramagnétique autour des plantes. Et la nuit, elles sont diamagnétiques par libération de gaz carbonique qui est diamagnétique. Voilà, donc on voit que les interactions d'un arbre au niveau magnétique vont aussi fluctuer au cours des saisons avec l'alternance aussi jour-nuit. La vie, toujours d'après Éric Petiot, les tissus vivants, eux, sont entre 5 pardon, et 300 micro-CGS. La vie est paramagnétique, réagit aux champs magnétiques. 300 au passage, vous vous souvenez la valeur d'un sol, un bon sol c'était entre 100 et 300. On va essayer à ce que notre sol il arrive, on va dire au minimum vers 300 micro-CGS pour commencer à avoir des bons stades de fertilité en termes magnétiques. Ce qui est dit aussi par Eric dans ces mesures, ils ont observé dans son laboratoire que en dessous de 100 micro-CGS, les champignons ecto- et endomycorhiziens ne se développent pas. En dessous de 100 micro-CGS, vous avez les champignons mycorhiziens qui ne peuvent pas se développer dans le sol. Et donc, en fait, vous allez perdre tous les bénéfices de ces champignons, notamment, vous savez, les mycorhiziens vont s'associer avec les racines des plantes. Et ils vont aider à mieux capter l'eau et les nutriments, ils vont aider à mieux résister aux aléas climatiques, aux ravageurs, et en fait, c'est une symbiose gagnante. Donc, le sol, il faut savoir que le magnétisme du sol est important aussi pour le développement des champignons. Au contraire, les molécules de synthèse chimique, elles sont diamagnétiques, elles sont l'opposé du paramagnétisme. Donc en fait, elles vont réduire le paramagnétisme de votre sol, déjà en tuant la vie. Dès qu'on tue la vie, si la vie, elle apporte du magnétisme, de par son organisme, on la tue en fait. Et en plus, on accumule des molécules chimiques qui sont l'inverse du paramagnétisme, qui sont diamagnétisme, donc qui vont empêcher. Il faut voir le paramagnétisme comme une antenne. En fait, c'est des antennes qui vont capter les champs magnétiques environnants, notamment le champ magnétique naturel terrestre, par exemple. Là, avec les engrais chimiques, c'est comme vous coupez la transmission, vous coupez la connexion avec la Terre, vous allez vers de la stérilité. D'ailleurs, Eric, il raconte aussi que sur beaucoup de ces mesures, il trouve en France les sols qui sont aux environs de 50 micro-CGS, donc en dessous des 100, c'est des sols pauvres. Et il en a même qu'il a trouvé jusqu'à, il disait, je crois, de tête moins 500 ou moins 600 micro-CGS. C'est des sols qui avaient été très perturbés par la chimie. Vous voyez là, c'est du livre Géothérapie que j'ai à la maison, qui est un livre très sérieux, qui fait environ 600 pages. À l'intérieur, vous voyez, méthode innovante pour restaurer la fertilité des sols, la séquestration du carbone et inverser l'accroissement du CO2 avec, à l'intérieur, vous avez plusieurs études qui concernent l'utilisation du basalte et de roches volcaniques. Je vais vous détailler rapidement la 17. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette étude 17? Donc, c'est le Basal Pounder. Donc, restaurer, je vais le faire plutôt en français, restaurer la fertilité grâce au pouvoir la fertilité du sol grâce au pouvoir du basalte et augmenter grandement, accélérer grandement la croissance des arbres dans des sols assez pauvres du Panama, dans un milieu plutôt tropical. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est intéressant, là, c'est que dans cette étude, ils ont planté des végétaux similaires, dans les conditions similaires au Panama, sauf que ils ont surveillé le sol. Et le premier cas, là, la première photo à gauche, c'est le sol de base.
et qui sont plutôt infertiles et qui ont été abîmés par l'homme. Et en surface, il y a juste des cendres restantes, quelques cendres de paramagnétisme, mais pas grand-chose. Sur la deuxième photo, il y a un peu plus il y a des roches un peu volcaniques dans le sous-sol qui ont été rajoutées. Et dans la dernière photo, ils ont rajouté de la poudre de basalte noire plus de la roche volcanique. En gros, là où il y a le plus de basalte, c'est la photo tout à droite. Et bien, qu'est-ce qu'on se rend compte? En fait, il y a eu plusieurs photos dans le livre, hein. Il y a différents échantillonnages. Là, je vous ai mis les photos au bout de 59 mois. Ben, les images parlent d'elles-mêmes, en fait, hein. Là où il y a eu le basalte, là où il y a le plus de basalte, on voit que la forêt, c'est là où elle est la plus dense, les arbres sont les plus hauts. Vous voyez, vous avez le petit diagramme à côté qui nous le montre. Le basalte a permis d'augmenter la croissance de la forêt, le développement et de gagner du temps, d'avoir des plantes plus grandes. Toujours dans le livre Géothérapie, vous voyez, là, vous avez les conclusions de l'étude qui nous disent que grâce au basalte, on peut faire des choses merveilleuses sur les sols qui ont été dégradés et rapporter de la fertilité. On pourrait se dire, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est que c'est pas forcément on pourrait se dire que c'est les constituants, hein, minéraux, par exemple, à l'intérieur du basalte qui fertilisent les plantes. Oui, c'est vrai, il y a aussi ça qui fertilise les plantes. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment le paramagnétisme. On a eu donc la propriété magnétique de la roche à interagir avec la vie, à interagir avec les plantes. Vous avez une étude là de la CRES de septembre 2000 qu'est-ce qu'ils ont fait en fait pour étudier l'effet du paramagnétisme sur la croissance des plantes? Ils ont voulu isoler le basalte de la terre. Donc ils ont entouré du basalte, ils l'ont mis dans une sorte de film plastique, ils ont fait des petits poches de basalte qu'ils ont mis dans le sol, de telle sorte qu'il n'y ait pas vraiment de transfert de minéraux dans le sol, mais que ce soit plutôt le magnétisme qui soit transmis dans la terre. Et là, avec cette expérience, ils ont montré quand même qu'il y avait des influences sur la croissance des plantes, ce qui montrait que le magnétisme avait des effets. Si vous voulez aller plus loin, bon là c'est quand même très technique, hein, mais ceux qui sont intéressés, les scientifiques qui suivent la chaîne, vous avez par exemple Protoplasma, là, c'est une revue que j'ai trouvée où il y a vraiment un super condensé d'études sur l'influence des champs magnétiques sur la croissance et le développement des plantes, avec une référence bibliographique qui est énorme. Et là, je vous ai mis un extrait, hein, c'est plutôt axé sur le magnétisme, où à l'intérieur, on voit même des explications, où ils essayent d'expliquer voilà, comment le diamagnétisme, le paramagnétisme, le ferromagnétisme et le magnétotropisme pourraient influencer la croissance et le développement des plantes avec un grand nombre d'études. Ils voient qu'il y a vraiment des influences aussi du côté scientifique. Voilà, surtout cette littérature est intéressante avec aussi sa bibliographie qui est très très grande si vous voulez chercher. Alors, voilà, on a fait un petit topo général, une mise en bouche, mais comment on fait si on veut augmenter chez soi sa production, avoir la fertilité, avoir les champignons mycorhiziens qui se développent bien, savoir déjà à combien est son sol aussi, et comment on fait pour améliorer les propriétés. Donc déjà, de base, la première chose à savoir, ça serait d'avoir une mesure de sa terre et pour savoir où on est. Si on est situé, je le répète, donc entre 0 et 100 micro-CGS, on a un sol pauvre. Si on est entre 100 et à 300, on a un bon sol et on va essayer d'atteindre les 300, comme je le disais. 300, 700, très bon, et supérieur 700 à 1200. En fonction du type de basalte aussi, il faudra vous intéresser, donc comme j'ai dit, à votre sol. Puis après, vous allez vous intéresser au basalte auquel vous avez accès. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de basalte qui existent. En fait, on va trouver des basaltes qui iront de 3000 à 12 000 par exemple, et vous doutez bien que si vous épandez sur votre parcelle un basalte qui a 3000 ou un basalte qui a 12 000, vous aurez 4 fois plus de paramagnétisme avec le basalte à 12 000, donc vous pouvez en avoir en fait besoin de moins en quantité. C'est pour ça que je vais vous donner ensuite des idées, d'épandage, mais ce n'est pas non plus une formule universelle. Chaque cas est différent, chaque type de terre sera différente. Ça dépend d'où vous partez en termes de paramagnétisme, où vous voulez aller, quel est votre basalte en place, quel est son paramagnétisme. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment une méthode miracle à appliquer partout, c'est des exemples pour vous donner des bases et ensuite à vous de jauger en fonction de votre terre si vous voulez plus ou moins augmenter les dosages.
que, par exemple, sur les grands champs, Eric, il conseille de mettre 40 grammes par mètre carré et par an, donc faire sa mesure de paramagnétisme au départ pour aller atteindre les 300 micro-CGS. Et puis, il faut y aller par étapes de ce qu'il dit. Vous faites 40 grammes par mètre carré par an. Et surtout, si vous avez la terre à nu, il faut légèrement griffer en surface le basalte. Pourquoi? Parce qu'il y a de la silice à l'intérieur du basalte et ça peut faire un effet prisme. C'est-à-dire que si vous avez la terre à nu et que vous mettez trop de basalte, ça va faire un effet loupe en fait avec la lumière du soleil et ça peut griller la vie, ça peut endommager la vie et ça on ne le veut pas. Donc si vous avez la terre à nu en grand champ, il faut légèrement griffer. Vous mettez 40 grammes par mètre carré tous les ans de basalte jusqu'à que vous remontiez jusqu'à 300 micro-CGS. Et en fait, ça va permettre de relancer aussi le cycle de la vie, hein. Et plus il y aura de vie ensuite dans votre sol, plus la vie étant paramagnétique, elle va auto-entretenir ce paramagnétisme. Le minimum, c'est d'atteindre les 300 micro-CGS. Après, vous pouvez vous arrêter d'apporter du basalte, par exemple. Il est conseillé aussi, après l'épandage, de mettre par exemple des extraits fermentés de luzerne, consoude ou ortie qui vont permettre d'apporter aussi la vie sur la terre. Au potager, bah, si vous voulez, vous pouvez mettre 100 grammes par mètre carré tous les ans, hein, par exemple, 100 grammes par mètre carré. Et puis, vous regardez jusqu'à que vous arriviez à 300 micro-CGS, que vous pouvez monter les dosages jusqu'à 1 kg par mètre carré. Alors, le basalte, c'est quand même une roche très dense, hein, une petite pellicule une petite pellicule, c'est 25 grammes, vous voyez, et puis 1 kg, ça fait une petite boîte, c'est pas très très grand non plus, 1 kg par mètre carré, que vous pouvez mettre directement. Si vous êtes en permaculture, ben c'est top. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous le mettez sous le fumier, puis vous avez le paillage par-dessus, donc ça évite l'effet loupe, et la vie va l'incorporer, ce basalte, tout seul dans le sol. Petit à petit, il va s'incorporer dans la terre. Il faut aussi, au verger, mettre de 1 à 10 kilos par arbre aussi de basalte, hein, à la plantation autour de son végétal. Il y a quelque chose à faire attention, c'est, en termes du pH, hein, le basalte, il a un pH un peu positif, donc vous pouvez surveiller aussi votre pH. Mais ce qui peut être bien, c'est que, si vous avez, comment dire, le pH qui peut avoir tendance parfois à baisser avec l'apport de matière organique, l'apport de fumier et cetera, beh, ça peut permettre aussi de le rehausser. Après, intéressez-vous aux autres constituants du basalte aussi, que vous allez apporter sur votre terre. En tout cas, là, c'est voilà, les formules principales qui sont à retenir pour vos applications. Je vous donne un exemple là, vous voyez, c'est un agriculteur qui avait témoigné sous une de mes vidéos, agriculteur viticulteur, sur la vidéo sur l'histoire de l'électroculture. Alors il avait mis un commentaire, je vais vous lire que ce qui est entouré en rouge. Il me dit, parce que j'avais partagé des connaissances dans cette vidéo, j'envisage de m'en servir dans quelques parcelles de vignes dont les sols ont perdu en fertilité ces dernières années en raison d'un changement de pratique culturelle du jour au lendemain, avec comme optique de lisser cet effet des pratiques sur la vigueur de certaines parcelles, plantées en sol que je qualifierais de prairies calcaires. J'ai utilisé du basalte l'année précédente, il nous dit, dans une parcelle d'une dizaine d'années dont le sol a un fort antagonisme KMG, et les rendements étaient largement insuffisants. Les résultats à la vendange étaient plus qu'encourageants. 11 000 kilos, il nous dit, contre 6 à 7 000 les années précédentes. Donc il a gagné quand même 4 à 5 000 kilos presque grâce à l'apport de basalte, d'après ce qu'il nous raconte. Une analyse de sol cet automne a confirmé l'effet sur cet antagonisme. Alors moi, je vois ce commentaire, je suis super content, je lui réponds, je lui demande un peu plus d'informations. Par exemple, sur les dosages, combien de dosages il a mis, le paramagnétisme de son basalte, et cetera. Alors il dit: «J'ai mis 400 kilos par hectare, soit 40 kilos sur une parcelle de 10 arts». Ça rejoint, les 40 grammes par mètre carré que conseillait aussi Éric Petiot. J'avais lu sur un compte rendu d'essai d'une chambre d'agriculture que c'était un dosage correct, même si je connais des gens qui en préconisent à dose dégressive pendant 5 ans, de 1 à 1,5 tonnes hectare jusqu'à 500 kilos hectare. Le basalte contient pas mal de magnésium dans l'assimilation est bloqué pour la vigne par un excès de potassium dans le sol. En tout cas, en sol calcaire, comme chez moi, de ce qu'il nous dit. On continue. Le basalte utilisé sur cette parcelle était donné à 1900 micro-CGS, il me semble.
La carrière m'est inconnue. Celui-ci venait d'Allemagne. Je vais regarder sur le sac. Le conseiller que je connais en utilise qui vient lui aussi d'Allemagne, mais je crois que la valeur est bien plus élevée. Mais je ne sais pas combien. Il l'utilise en complément du fumier de vache comme base pour un apport de BRF. Donc il mélange le basalte euh, avec du fumier de vache et pour un apport hein, et du BRF. Lors d'une plantation, jusque 2 mètres de pouce sur certains plants la première année, je n'avais jamais vu ça qu'il dit. C'est super. Donc merci Cédric Francinet pour ce retour d'expérience. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous mettre hein, ou voilà sur vos protocoles, sur vos observations. Ça permet d'aider tout le monde à avancer.